Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur notre chaîne GeoVectorix. Pour vous servir, je suis Madame Tchungi Karine Ivan, géologue minière de formation, mais également expert en géomatique. Nous allons commencer à partir de cette vidéo une série de plusieurs autres axés sur la télédétection avec ERDAS. Et en matière de télédétection en général, il faut savoir qu'on a trois grands types de processus qui vont s'opérer. On a les pré-traitements d'un côté, ensuite on a les traitements, suivi enfin des post-traitements. Dans les pré-traitements, ça va être par exemple des corrections géométriques ou référençage. Je dis bien référençage et non pas géoréférencement. Et comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, si je me souviens bien, c'était lorsqu'on faisait le géoréférencement avec ArcGIS, j'ai précisé que le géoréférencement n'est que l'une des 4 principales techniques de correction géométrique qui existent. Il y en a 3 autres, hormis le géoréférencement. Je ne les citerai pas ici dans le cadre de cette vidéo parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. On a également des corrections radiométriques qui peuvent s'opérer. Elles incluent plusieurs manipulations. Il y en a dans le logiciel ERDAS et même dans des logiciels concurrents que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Bref, c'est pour dire qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Ça va être par exemple la correction des bruits, ça va être les calibrations radiométriques proprement dites, ça va être les corrections atmosphériques. Ben oui, les corrections atmosphériques font partie des corrections radiométriques. Ça va être des égalisations d'histogrammes, ça va être par exemple des étirements de contraste, etc., etc. Il y a plusieurs techniques de correction radiométrique qui existent, mais il y en a qui sont plus ou moins, je dis bien plus ou moins incontournables et qui vont tourner, enfin, du moins parmi les incontournables, on a par exemple les corrections atmosphériques. On ne peut pas faire des traitements sans avoir fait un minimum de corrections radiométriques avec surtout des corrections atmosphériques incluses à l'intérieur. C'est impossible. Et je vous mets au défi, pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés en télédétection, je vous mets au défi de calculer avec une image satellite brute, par exemple, le NDVI, et vous calculez le même NDVI avec une image radiométriquement et sous-entendu atmosphériquement corrigée. Et vous me donnerez quel est le résultat dans la description. Vous verrez que dans la littérature, on nous dit par exemple que le résultat du NDVI va au minimum -1, au maximum +1, en passant par 0. Plus on tend vers +1, plus on a de la présence de la végétation chlorophyllienne. Plus on tend vers -1, ça veut dire que plus il y a absence de cette végétation chlorophyllienne là. Donc il y en a moins en fait, quoi. Il y a moins de végétation chlorophyllienne en allant vers -1. Cet intervalle de valeur du NDVI ne peut pas être obtenu avec une image brute qui n'a jamais subi de correction radiométrique et atmosphérique. Jamais. C'est impossible. Donc, et du coup, vous pourrez rien faire comme interprétation avec ça. Donc, c'est très important. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités en termes de correction radiométrique. Également, toujours en matière de pré-traitement, ça va être par exemple du masquage, sous-entendu masquage des nuages, c'est-à-dire comment les supprimer facilement, etc. Ça va être par exemple du filtrage. On va retrouver par exemple des filtres directionnels, non directionnels, des filtres de convolution, etc. Il y en a tellement, on ne peut pas tout voir. Ça va être l'OIF. L'OIF, on l'a vu, je pense, dans une des vidéos précédentes. Ça va être par exemple du MNF. Ça va être par exemple comment est-ce qu'on découpe une image. C'est des petits pré-traitements faciles et rapides à faire. Le mosaïquage des images. Exemple, j'ai la malchance d'avoir une zone d'étude qui s'étale sur 2 scènes, sur 2 tuiles. Comment est-ce que je fais pour avoir une image unique à partir des 2 scènes? Donc c'est une façon de faire de la couture de telle sorte que mes 2 images, mes 2 scènes autant pour moi ne forment plus qu'une seule image. Et là c'est des processus de mosaïquage. Et croyez-moi, c'est pas si facile à faire que ça. Les fonctions sont faciles à appliquer,
Mais sur le plan esthétique, il y a eu, pour avoir un résultat esthétique, oui, pour avoir un résultat esthétique, il y a une certaine technicité qu'il faut avoir, sinon vraiment, même au niveau du résultat de certains traitements, ça va pas être évident pour vous de présenter vos résultats. Pourquoi? Parce que généralement, les scènes n'ont pas la même dynamique en termes de radiométrie. Du coup, il va falloir faire de très bonnes corrections radiométriques pour que les deux jeux de scène aient, on va dire entre guillemets, je dis ça avec des mots plus simples, la même tonalité de couleur, les mêmes nuances de couleur, etc. avant la couture. Si vous ne faites pas ça, vous aurez une image uniforme avec des tons différents, c'est-à-dire on va sentir tout de suite l'endroit où la couture a eu lieu. On va voir que peut-être l'image de gauche est peut-être un peu, la couleur est un peu plus verte là-bas, ou c'est un peu plus sombre par rapport à l'autre couleur, du moins par rapport à l'autre scène, autant pour moi. Donc, c'est pas si facile que ça le mosaïquage. Appliquer la mosaïque en elle-même, c'est facile, mais ajuster la dynamique des images qui entrent dans la mosaïque, c'est une autre paire de manches. Donc, on peut voir plein d'autres petites choses comme ça. Les traitements, j'en ai cité, mais il y a d'autres. Hein. Déjà en matière de traitement, il y a d'autres. J'ai même pas cité la moitié. Il y en a plein d'autres. En matière de traitement, il y en a également plein d'autres. Ça va être par exemple le calcul des indices, indices de cuirasse, indices de je sais pas moi, de végétation, indices de je sais pas trop quoi. Bref, il y a plein d'indices à calculer. Ça va être des ACP, ça va être ICA, ça va être des classifications, segmentation et plein d'autres traitements qu'on peut appliquer, calcul des textures, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire en télédétection. C'est tellement vaste que aucune vidéo ne pourra couvrir la totalité de tout ce qui peut se faire. Mais dans la série de vidéos qui va suivre, on va faire certaines des manipulations qui sont présentées ici. Et ensuite, on pourra essayer de se battre avec, du moins la communauté qui suit notre chaîne pourra avoir des bases solides pour pouvoir peut-être se débrouiller à faire d'autres manipulations qu'on n'aura pas pu faire en vidéo tout seul. Donc l'idée, c'est de vraiment renforcer ses capacités pour être autonome. Alors, ceci étant, avant de commencer l'objet de notre vidéo du jour, je vous invite à liker notre chaîne, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur les corrections. On ne les fera pas toutes. Alors, avant de donner quand même une définition, il me semble utile de rappeler que une valeur radiométrique d'un pixel, c'est en fait la somme de contributions dont l'origine n'est pas uniquement la cible au sol. Et sur cette image, par exemple, vous pouvez très bien comprendre ce que j'explique. Ça illustre un peu l'idée. Et en gros, donc, il s'agit en fait de perturbations qui peuvent souvent être considérées en second ordre. Hein. Leurs corrections sont donc, vous le comprenez, complexes et nécessitent la connaissance de nombreux paramètres, pas seulement les paramètres atmosphériques, ça va être même l'inclinaison du soleil au moment où l'image a été acquise, ça va être, bref, tout un tas de petits autres paramètres qu'on va pouvoir retrouver généralement dans le fichier des métadonnées qui accompagne toujours les images satellites acquises ou disponibles sur le marché. Et du coup, s'il faut revenir à une définition donc un peu plus, j'ai envie de dire scolaire ou simple de ce que c'est que la correction radiométrique, on peut dire que, ayant compris donc le principe de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que la correction radiométrique, c'est tout simplement une étape de pré-traitement qui est essentielle dans la manipulation des données d'observation de la Terre en télédétection, notamment en particulier les images satellites, qui consiste à
corriger les valeurs de pixels d'une image pour qu'elle représente le plus fidèlement possible la quantité d'énergie électromagnétique réellement réfléchie ou émise par la surface terrestre en éliminant ou en réduisant des distorsions ou autres éléments non naturels causés par des facteurs externes. Donc en gros, c'est ça la correction radiométrique, s'il faut la définir. Une autre définition qu'on peut encore donner à la correction radiométrique, c'est un pré-traitement appliqué aux images satellites ou à des images aériennes, donc tout ce qui est donné d'observation de la Terre, là, afin de corriger les variations artificielles de la luminosité enregistrée par le capteur, de manière à obtenir des valeurs cohérentes et comparables entre pixels, et pourquoi même pas entre capteurs. Donc en gros, elle vise à supprimer ou à atténuer les effets non liés aux caractéristiques réelles de la surface observée. Ça va être par exemple dans les différences d'éclairage solaire, le bruit du capteur, les conditions, les ombres, les éblouissements et autres qui vont, on va dire, un peu altérer la qualité visuelle de mon image. Donc, de façon pratique, si on regarde un peu ce qui se passe de près dans les corrections radiométriques, on se rend compte qu'au départ, on a dans la composante sémantique de nos images satellites, je ne vais pas revenir sur la définition d'une composante sémantique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent le retrouver dans nos formations à GeoVectorix. Donc, bref, dans la composante sémantique de n'importe quelle image, même la photo de mon véhicule, ou la photo de ma maison, ou la photo de ma bouteille d'eau, ou de ma bouteille de coca, il y a des valeurs de pixels qui sont cachées derrière cette photo-là et qui me donnent le résultat visuel que j'ai, c'est-à-dire qui est la composante géométrique. Donc, il faut savoir que lorsque un capteur satellite filme une partie de la Terre, les valeurs de pixels qui sont dans la composante sémantique auront tendance à, pas qu'elles ont tendance, elles sont en fait enregistrées comme des valeurs brutes. Ces valeurs brutes qu'on appelle généralement compte numérique ou en anglais digital number, DN. Et de façon pratique, lorsqu'on entre dans les corrections radiométriques, ces comptes numériques ou ces DN sont généralement transformés en des valeurs physiquement interprétables et comparables. Ça va être par exemple la réflectance. Seulement, une fois que ces comptes numériques, qu'on appelle encore radiance mesurée, sont transformés en réflectance, il va rester, malheureusement, comme le schéma le montre, les effets de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on aura des réflectances. Vous voyez par exemple, si je prends le rayon qu'on voit ici, réflexion, le rayon réfléchi ou émis, qui va arriver au niveau du satellite ici, il va traverser le nuage. Donc du coup, on aura une certaine réflectance, mais cette réflectance est encore parasitée par le nuage que le rayon a traversé, que l'onde électromagnétique a traversé pour arriver au capteur. La correction donc atmosphérique va consister à retirer de cette réflectance-là tous les effets de l'atmosphère pour que la réflectance qu'on obtienne à la fin soit celle des objets donc, au sol. Donc, quelle est la réflectance de cette portion de terrain qui a été filmée sur mon image? On veut son comportement spectral réel et non pas un comportement spectral qui mélange à la fois celui de l'objet qu'on a filmé et celui des aérosols mélangés avec les nuages, mélangés avec tous les gaz bizarres qui se baladent dans l'atmosphère. Donc, c'est en gros comme ça que ça se passe. Et nous, dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire une correction radiométrique qui intègre des corrections atmosphériques par la méthode qu'on va appeler le top-off
Atmosphère. Cette méthode est assez répandue. Et pour les besoins de la vidéo, on va travailler avec des images Landsat 8 qui peuvent subir ce type de correction radiométrique et atmosphérique. Alors, pour faire notre correction radiométrique par top of atmosphere, il y a deux étapes mathématiques qu'il faut suivre. La toute première étape se fait via la formule que nous pouvons voir à l'écran et qui va consister à convertir. Donc, dans cette étape, on aura la conversion des digital numbers, compte numérique, en réflectance. Et dans la deuxième étape, nous aurons la conversion mettant de ces réflectances en réflectance au-dessus de l'atmosphère. C'est-à-dire comme si l'atmosphère n'avait jamais existé avec les nuages et tout ça. Donc, ce sera la deuxième étape. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le logiciel Erdas. On va ouvrir nos bandes. J'ai fait exprès de ne pas ouvrir la dernière bande sans vous, pour vous montrer quand même comment, puisque c'est la toute première vidéo du genre, pour vous montrer comment est-ce que on ouvre une image, un raster dans Erdas. Pour ouvrir un raster dans Erdas, je rappelle pour la vidéo Beaufort, on a choisi de travailler avec Erdas 2014, parce que nous savons que bon, au Cameroun, c'est à peu près ça qui est réparti partout, que ce soit chez nos étudiants, nos apprenants, à GeoVectorix, c'est même tout. Moi personnellement, lorsque je donne cours dans divers instituts de formation supérieure, des universités à gauche à droite, lorsque j'arrive dans ces écoles, ces universités, je trouve généralement Erdas 2014, autre 2015 installé dans la majorité des machines au Cameroun. Donc, on a choisi donc cette version logicielle pour travailler avec vous. Alors, pour ouvrir un raster dans Erdas, c'est pas compliqué. Il faut d'abord connaître l'extension informatique de vos bandes, de vos images, et ensuite aller dans Erdas et soit vous passez par le raccourci ici, la petite icône ici Open, soit vous venez dans File, Open, Raster Layer. Vous arrivez exactement à cet endroit. Donc même si j'avais cliqué sur l'icône jaune là, j'allais me retrouver ici. À partir d'ici, je vais naviguer jusqu'à l'endroit où je sais que j'ai rangé mes informations, mes données. Moi, c'est par exemple ici. Et à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir, j'ai ouvert déjà la bande 2, 3, 4, 5. Je rappelle que Erdas 2014-2015, ils ne connaissent pas les majuscules. Donc, même si vos fichiers sont écrits en majuscules, au moins, il va afficher, les ouvrir pour les manipuler. Tout sera en minuscules. Donc, j'ai ouvert toutes les bandes qui m'intéressaient. Il me manque la bande 7. La voici que je vais ouvrir. Et voilà. Je vais la déplacer, la mettre légèrement en dessous. Bon, on va faire ça comme ça, voilà. J'ai peut-être été un peu rapide. Au niveau, si vous ne voyez pas vos fichiers, vos images dans votre dossier de travail, pensez à toujours dérouler ici au niveau de File of Type. Chez moi, c'était déjà TIFF parce que je savais que mes images sont en TIFF. Et comme j'avais déjà eu à ouvrir autant pour moi les premières bandes, elles étaient en TIFF, donc c'est resté ainsi. Mais chez vous, lorsque ce sera la première fois, vous ne verrez pas forcément ces images. C'est-à-dire vous allez arriver dans votre dossier de travail. Si vous n'êtes pas sur la bonne extension, ça va déranger. Par exemple, si je mets Imagine Image, qui est le IMG, vous voyez que c'est complètement vide. Quels que soient les autres formats que je vais mettre là, ça ne va pas m'afficher le résultat tant que je ne mets pas le bon format qui correspond à mes images. Donc, je vais revenir en TIFF et là, vous voyez, tout apparaît. Et dès que ça apparaît, je peux donc sélectionner la bonne image. Je clique. Bon, il est conseillé pour un début, pour vous qui apprenez, de toujours venir dans Raster Option. Ensuite, de cliquer sur Fit to Frame et OK. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ouvert les images, les bandes 2, 3, 4, 5, 6 et 7? Je n'ai pas ouvert,
Je n'ai pas ouvert la bande 1 et il y avait d'autres bandes là de Landsat 8 que j'ai pas voulu toucher. C'est pour des raisons connues en télédétection. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ce type comment je vais dire, sur ce type de choses dans nos cours à GeoVectorix. Donc on va avancer. Alors j'ai ouvert mes images. La première des choses que je fais lorsque j'ouvre mes images brutes, c'est quand même de prendre le temps de les observer, regarder à quoi elles ressemblent, est-ce qu'il y a assez de nuages, si oui, est-ce que ça couvre ma zone d'étude. Moi, ma zone d'étude, par exemple, c'est ici. Et quand je regarde ici, je me rends compte que bon, ma zone d'étude a l'air plutôt dégagée. On est toujours sur le barrage hydroélectrique de Benveleu, qui se trouve dans le sud du Cameroun. Nous avons choisi cette zone pour la plupart de nos vidéos précédentes, y compris pour celle-ci et celles qui vont suivre. Donc lorsque je regarde un peu là, je me rends compte qu'on est toujours dans ma zone d'étude. Il y a très peu de nuages, donc dans l'ensemble, mon barrage est dégagé. Et comme je maîtrise très bien la zone, je sais qu'il y a un cours d'eau qui passe là quelque part, qui m'intéresse. Donc je vois que le nuage ne touche pas vraiment la zone qui m'intéresse. Donc je peux valider cette zone et me dire, ah oui, c'est bon, je travaille avec elle. Je rappelle que lorsqu'on télécharge des images gratuites ou alors lorsqu'on décide de les acheter, si elles ne sont pas gratuites, il y a toujours un moyen sur les plateformes officielles de vérifier avant acquisition s'il y a des nuages ou pas. Et si jamais s'il y a des nuages, est-ce que ces nuages couvrent notre zone d'étude ou pas. Il y a toujours un aperçu disponible. Donc ça ne doit pas être une surprise à ce stade-là. Alors, pour faire mes corrections radiométriques, je vais vous entraîner dans un outil qui s'appelle le modèle Maker. On va aller le prendre dans Toolbox. Dans Toolbox, je vais dérouler. Je ne clique pas sur le bouton en haut, je préfère cliquer plutôt là en bas. Je clique là en bas sur modèle Maker et il va encore m'afficher modèle Maker et modèle Libérian. Je vais choisir le modèle Maker. Voilà. Alors, lorsque je clique sur modèle Maker, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre va me permettre de construire la fonction qui va me permettre d'appliquer la formule du top of atmosphere qu'on a vu plus haut là. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. Donc, on me dit que cette première formule, comment est-ce qu'elle en quoi est-ce qu'elle consiste? On me dit que le top of atmosphere, c'est sans correction de l'angle solaire. Du coup, il y aura encore des effets d'ombre, etc. Je vais multiplier, je vais prendre le facteur multiplicatif, ce qu'il appelle ML, le facteur multiplicatif de mise à l'échelle de la bande spécifique obtenu dans le fichier des métadonnées .mtl de l'image. Donc, en gros, dans l'image, je vais aller chercher le réflectance multibande de la bande 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, à chaque fois, je vais noter le réflectance multibande de ces bandes-là. C'est pour ça qu'on me dit que bande X ou X est le numéro de la bande. Donc, ça ne doit pas m'effrayer du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je repars dans mon dossier de travail. Je cherche le fichier MTL. Il y a deux machins MTL. Je vais ouvrir celui qui est en TXT. La plupart de ces fichiers s'ouvrent avec un bloc-notes ou bien avec un WordPad. Donc moi, je vais l'ouvrir avec le WordPad parce que le bloc-notes a tendance à faire des phrases kilométriques. Donc, je préfère le WordPad. Alors, là-dedans, je vais chercher réflectance multibande. Je vais défiler rapidement. Si je ne peux pas me balader comme ça, je peux faire CTRL F et j'écris réflectance. CTRL F, c'est pour rechercher. CTRL F, oui, suivant, réflectance. Je mets suivant jusqu'à ce que je tombe sur réflectance multibande. Voilà, réflectance multibande. Donc, on y est déjà. Et là, j'ai réflectance multibande 2, j'ai le 3, j'ai le 4, le 5, le 6 et le 7. Et par chance,
eh bien, ils ont tous la même valeur. Donc, je vais retenir la valeur de 2,75 10 puissance moins 5. Quand ils mettent E moins 0,5, en fait 10 puissance moins 5. Donc, 2,75 2 puissance moins 5. Je vais retenir cette information que je vais exploiter tout à l'heure. OK? Maintenant, on me dit dans ma formule, donc je vais construire d'abord ou bien non, je présente d'abord. Alors, ensuite, on me dit, je dois multiplier réflectance multibande par QCal. QCal, c'est qui? C'est tout simplement la valeur de pixels standard quantifié et calibré, donc entre parenthèses DN, dont les comptes numériques. Si on me parle de compte numérique ou de digital number, ça veut dire que c'est l'image en elle-même. Donc, je multiplie le réflectance multibande de tout à l'heure par l'image concernée, c'est-à-dire par la bande concernée. Et ensuite, on me dit, dès que j'ai fait ça, je vais additionner ARO. ARO, c'est qui? ARO, c'est le facteur additif de rééchelonnement, autant pour moi, spécifique de chaque bande, obtenu dans le fichier des métadonnées de l'image. Et en fait, c'est lui qu'on appelle réflectance A de bande X, X pour le numéro de la bande. Réflectance A de bande, si je repars dans les métadonnées, voilà les réflectances A de bande. Et comme par chance, ils sont tous égaux à moins 0,2. Donc, je vais retenir ces valeurs et je vais aller mettre ça dans ma formule tout à l'heure. Donc, je vais dans RDAS. Je reviens dans RDAS. Voilà. Et je vais commencer à créer ma formule. Le modèle MEC a ceci de particulier que dans sa fenêtre, il s'ouvre, il est accompagné d'une autre petite fenêtre à côté. Dans cette petite fenêtre, on a cette tête de flèche qui permet de sélectionner les objets. On a ce symbole qui permet de mettre des rasters. Donc, si je veux placer un raster dans mon opération pour faire des calculs, je prends cette icône. Si je prends cette autre icône, c'est pour placer un objet vectoriel dans mon modèle de calcul. Si je prends, par exemple, celui-ci, cette icône, c'est pour placer une matrice. La matrice, là, par exemple, ça peut être un filtre directionnel de Sobel, ou etc., etc. On reviendra dessus dans les prochaines vidéos. Ça peut être d'autres objets comme une table, un objet scalaire. Le rond, c'est une fonction basique simple, hein, une simple fonction, et c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Bref, celui-ci, c'est pour relier, par exemple, les inputs avec les outputs de la fonction. Quand je dis input, tout ce qui entre dans une fonction, tout ce qui permet, tout ce qu'on met en entrée dans une fonction pour faire un calcul. Et aussi les outputs. Output, c'est tout ce qu'on a comme résultat à partir de ce qu'on a mis en entrée. Par exemple, si je veux additionner le chiffre 1 plus le chiffre 2. Les inputs, c'est le chiffre 1 et le chiffre 2. Ce sont mes deux inputs. Maintenant, la fonction, ce sera le rond. Et à la sortie, le résultat, 1 plus 2, ça fait 3, non? Donc 3 constitue le output, c'est-à-dire le résultat qui a été généré à partir de 1 et du chiffre 1 et du chiffre 2. Voilà. Dans la fonction, je vais mettre 1 plus 2. Donc c'est ça en fait. A, c'est du texte. Bref, il y a plein d'autres petites choses là et tout et tout. Et ça, c'est une des fonctions de critères, etc. On ne va pas tout citer. Donc je prends l'outil. Si je clique sur lui une fois, je viens, je le place là. Je pars chercher encore l'outil. Je reviens, je clique là. Je prends la fonction, tac, je viens, je pose là. Je prends encore le raster. Pourquoi? Parce que je m'apprête à faire comment je vais dire, des calculs. Ah non, j'aurais besoin plutôt d'un raster. Excusez. Donc, je m'apprête à faire un calcul où je vais transformer mon image brute en une autre image. Donc en input j'ai un raster et en sortie j'ai toujours un raster. Et je veux juste relier les deux comme ceci. Voilà. Maintenant, pour commencer à travailler sur ma fonction, je vais double-cliquer d'abord sur le raster en input pour pouvoir aller mettre la toute première bande que je vais utiliser. Et c'est la bande 2.
Donc, je clique là sur le côté. Je mets ça en TIFF. Voilà, je navigue jusque dans mon dossier de travail comme ça. Bande 2, le voici. Je clique sur OK. Il me met ça. Je clique sur OK. Maintenant, je vais dans la fonction ici, je double-clique. Et qu'est-ce que je fais? On se souvient que c'était 2,75 10 puissance moins 5. C'était ça. Donc, 2,75 10 puissance moins 5, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 75. Voilà. Multiplié par la bande. Je peux même fermer la parenthèse ici. Voilà. Et je vais aller ouvrir la parenthèse au début ici. Pour que ça ne fasse pas d'ambiguïté. Et on me dit que je dois additionner arrow. Arrow, c'était, sa valeur c'était moins 0,2 partout. Donc, je reviens dans Erdas et moins 0,2. Donc, pardon, ça va être ça. 0,2. On comprend que si je fais comme ça veut dire en fait que je peux supprimer le plus si j'ouvre la parenthèse et ça devient en fait moins. Donc je peux faire ça parce que c'est moins quoi. Plus et moins me donne moins. Alors voilà ma formule que je viens d'écrire. Je vais cliquer sur OK. Au niveau du raster final, je vais double-cliquer sur le raster final pour aller mettre un nom à ce résultat final et surtout le stocker dans mon dossier de travail. Donc j'ai double-cliqué dessus. Je vais dans je vais choisir TIFF. Je vais mettre le résultat dans exercice. Je vais appeler ça B2. Je veux épargner le long nom. Donc c'est B2. Et je vais appeler ça, pourquoi pas B2 intermédiaire, disons comme ça, intermédiaire, B2 interne, pour me rappeler que ce n'est pas encore le B2 définitif. Il est en TIFF et tout, je clique sur OK, je clique encore là sur OK, et là, je peux exécuter ma fonction ici, en cliquant sur la foudre rouge. Alors, je peux, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que Erdas, il reste un petit piège. Erdas est très sensible à la, on va dire, à la qualité des informations qu'il va accueillir dans le raster. Je m'explique. Mes valeurs de pixels, je vous rappelle qu'on est sur une image brute. Je vais sortir un peu là, je vais juste rabaisser. Je vous amène dans un petit endroit qu'on appelle metadata. Metadata me permet d'accéder à la composante sémantique de mon raster et de voir donc la taille de pixels qui est cachée derrière, mais de voir aussi l'histogramme de mon image. Si je clique pour y accéder, c'est pas compliqué, je sélectionne l'image qui m'intéresse, par exemple B2, je clique ensuite sur le gros I qui est sur une page blanche et j'accède à une fenêtre comme celle-ci. Sur cette fenêtre, je peux voir le type de fichier, c'est du TIFF. Est-ce que c'est une image multispectrale, c'est-à-dire est-ce qu'elle a d'autres sous-images? Non. Du coup, il me met seulement layer 1. Il me met plutôt number of layer 1. Autant pour moi. Il me donne la taille du fichier, le nombre de lignes, le nombre de colonnes en 8. Il me donne la matrice qui permet d'afficher ça. Est-ce que c'est du 16 bits sign ou bien not sign, enfin unsign. Unsign, ça veut dire que le signe des valeurs de pixels à l'intérieur ne compte pas. Mais il ne faut pas oublier, on a des images brutes. Du coup, toutes les valeurs à l'intérieur, les valeurs de pixels, tous les comptes numériques sont d'office positif. Il y aura des calculs où on va se retrouver avec des valeurs de pixels négatives. Ça peut arriver. Donc, le unsign permet de gérer le côté négatif ou non négatif, c'est-à-dire ou positif, sans souci. Donc, de toute façon, c'est du 16 bits. On a un certain nombre d'informations, les coordonnées
à l'extrémité gauche en haut, c'est ça, à l'extrémité droite en bas, c'est ça, pareil pour tout ce qui est Y et tout et tout. Pixel size X et pixel size Y, c'est la résolution spatiale. Bref, avec les références spatiales de mon image. Donc, ça, c'est bien beau. Mais si j'accède à la composante, bon, déjà, voilà l'histogramme de mon image derrière. Si j'accède à la composante sémantique de mon image, je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance, j'ai des pixels qui vont apparaître là et tout et tout. Mais toutes mes valeurs de pixels sont entières. Du coup, lorsque je reviens dans mon modèle Maker et que j'entre dans les inputs, lorsque j'ai appelé mon input, il m'a mis ici integer. Integer signifie, même ici, il me met integer. Donc, integer, c'est qu'il détecte la nature des valeurs de pixels dans ma composante sémantique. Il se rend compte que c'est des entiers naturels. D'où le mot integer. Sauf que lorsque j'entre dans la fonction, quelque part, j'ai multiplié ma bande brute, c'est-à-dire mon image satellite bande 2, qui a des valeurs de pixels entières, qui sont des entiers numériques. Je l'ai multiplié par une autre valeur qui est une valeur décimale. Et en plus, j'ai encore fait une espèce de soustraction avec une autre valeur décimale. En gros, toute cette opération-ci va me donner pour résultat des valeurs de pixels qui, en montant des sens, seront potentiellement décimales. Je peux avoir la chance que dans certains cas, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, je peux avoir la chance que certaines valeurs, en faisant le calcul, vont se retrouver à être complètement entières, mais je dois m'attendre à ce que d'autres pixels, d'autres valeurs de pixels ne soient pas des valeurs entières, mais plutôt soient des valeurs décimales. Et AirDAS est très sensible à cette information. Ça veut dire que dès le départ, lorsque je vais faire des calculs avec AirDAS, je dois lui dire d'office que attends-toi à recevoir tel type de valeur de pixels. Ces valeurs de pixels, c'est-à-dire soit des valeurs entières, soit des valeurs décimales. Tant que c'est entier, généralement, ça ne dérange pas, mais lorsque c'est décimal, ça va déranger. Du coup, si j'exécute cette fonction telle qu'elle, il va me donner pour résultat 0 pour toutes les valeurs de pixels, donc tous les pixels de mon image. On a vu là tout à l'heure que mon image avait, je ne sais plus combien de lignes de colonnes, elle avait 7581 colonnes contre 7731 lignes. L'ensemble des lignes et des colonnes formant des cellules, ces cellules sont portent les valeurs de pixels. Donc ces cellules correspondent à des pixels qui portent des valeurs de pixels. Donc ça va être très capital pour nous. On va se retrouver, si je laisse mon modèle Maker ainsi, on va se retrouver avec des valeurs de pixels dans le résultat égal à 0. Et ça, on ne le veut pas. Pour éviter ça, il faudrait que, à partir de maintenant, que j'indique à AirDAS que, attention, dans les résultats, prépare-toi à l'éventualité selon laquelle tu vas recevoir, tu auras des résultats décimaux. Et pour le faire, je dois, au moment où je paramètre le raster en output, donc le raster de sortie, je dois d'abord cocher sur Temporary Raster Only. Il va me faire disparaître le file name, c'est pas grave, je pourrais le remettre. Il va me le faire disparaître, mais surtout en cochant ici, vous voyez que subitement, intègre qui était ici devient float. Mais tout le reste s'est grisé. Également au niveau de déclat, c'est devenu float. Donc je ne panique pas, je lui dis ok c'est bon, je le décoche de nouveau et il me verrouille le float partout pour dire float. C'est le seul paramètre de AirDAS qui permet de gérer les valeurs décimales. Dans d'autres logiciels, vous aurez double et float. Mais dans AirDAS, vous avez le float qui gère tout ce qui est valeur décimale. Donc, une fois que c'est fait, je peux donc valablement repartir dans mon dossier de travail et créer mon résultat. C'était quoi? C'était inter, c'est ça? Quelque chose comme ça. B2 inter pour dire que c'est le résultat intermédiaire. Évidemment, je laisse sentif et puis je clique sur OK. Sauf que ça ne suffit pas. AirDAS va plus loin. Il te dit que vraiment,
tu peux pas me dire que mes résultats risquent d'être des valeurs décimales alors que l'input est en entier naturel. Erdas ne supporte pas trop ça, il n'aime pas trop ça. Du coup, même comme mon input, ma bande brute est un entier naturel, c'est-à-dire que les valeurs de pixels sont des entiers naturels. Vous voyez ici, c'est integer, là aussi c'est integer. Je vais quand même le déclarer mon input comme un flottant, c'est-à-dire comme des valeurs de pixels décimales. Donc si je ne le fais pas, ça va gâter tout. Il ne va pas accepter du tout. Donc je suis obligé de venir encore dans déclare as et cliquer sur float. Tant que je ne fais pas ça, je répète, la manipulation va échouer. Donc dès que c'est OK, je clique encore sur OK. Donc on a donc des flottants en input et des flottants en output. Et je peux donc valablement exécuter ma fonction en venant cliquer ici sur la foudre. Voilà, il est en train de calculer. Voilà, il a fini. Je ferme. Et je peux aller ouvrir juste pour voir. Hein. Là, je peux même passer par le raccourci ici récent. Ça sert à aller dans des raccourcis. Donc, voici mon inter. Le voici. Juste pour la forme. Hein. Je vais voir à quoi il ressemble. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une trop grande différence. De temps en temps, il peut être peut-être, il peut donner l'impression qu'il est devenu soit plus clair, soit plus sombre, peu importe. Mais à ce niveau, vous ne devez pas paniquer du tout. Alors, je vais maintenant aller exécuter la deuxième étape de mon calcul. Pour cela, disons, je peux décocher un peu pour voir. Même si ça a cet aspect, ne paniquez pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que, ah non, la version intermédiaire est plus floutée que la version brute. Non, ne paniquez pas. Donc, pour la deuxième et dernière étape de la manipulation, je vais revenir dans mon modèle Maker. Cette fois-ci, en input, je dois mettre le résultat de la première étape et non plus la bande brute. Pas du tout. Donc, je mets le résultat de la première étape. Donc, je repars dans mon dossier de travail. On a mis ça dans exercice. Je choisis P2 Enter. Je clique sur OK. J'entre dans ma fonction. Et dans ma fonction, je vais dire que bon, à partir de maintenant, le calcul que je vais exécuter, c'est celui-ci. On me dit que pour avoir mon top of atmosphère qui intègre la correction de l'angle solaire, qui va me permettre vraiment de mieux supprimer les effets de nuages, je prends le résultat précédent, je le divise par le cosinus du zénith solaire. Le zénith solaire lui-même étant égal à 90 degrés moins l'élévation solaire. Où est-ce que je trouve la valeur de l'élévation solaire? Tout simplement dans mon fichier des métadonnées. Je vais réouvrir. Alors, dans mon fichier des métadonnées, on me parle d'élévation solaire. Donc, je vais taper par exemple le mot-clé elevation. Et je lance la recherche. Et comme par hasard, je vois un truc qui s'appelle Sun Elevation. C'est-à-dire Sun c'est soleil, Elevation c'est elevation. Donc ça s'appelle l'élévation solaire ici. Et je me rends compte que sa valeur c'est 59. Donc pour toutes mes images de cette zone d'étude que j'ai téléchargée, c'est 59,86, 81, 95, 65. Vous allez me permettre de tricher. Il est vrai que je peux aller directement faire le calcul dans la fonction de Erdas, mais si je ne veux pas le faire, je peux tout simplement faire ce petit calcul à côté intermédiaire. Je vais le copier. Sun Elevation, pardon. Sauf que là, si je dois utiliser ma calculatrice, je suis obligé de mettre la virgule et non pas le point qui représente lorsqu'on veut travailler en décimale dans le système anglo-saxon, c'est le point, mais chez nous les francophones c'est la virgule.
Donc, j'obtiens ce résultat. 90 moins ça, oui, c'est ça. Donc, je copie et puis je peux fermer ça. Ça aussi, je ferme. Ça aussi, je ferme. Je n'enregistre pas. Alors, je reviens dans mes calculs. Et je fais donc ça, divisé par, j'ouvre la parenthèse. Je vais aller chercher la fonction cosinus. Cosinus, c'est une fonction trigonométrique et non pas une fonction d'analyse. Erdas a ceci de particulier que il a tendance à lorsqu'on travaille avec l'icône rond de la fonction, à avoir pour défaut des fonctions d'analyse. Donc moi je vais dérouler, je vais lui dire non, je veux une fonction trigonométrique. Là-dedans, je vais voir cosinus, je clique sur lui une fois et je vais fermer la parenthèse du grand dénominateur. Et dès que c'est cool, tout ce qu'on me demande de faire, c'est de remplacer, ouvrir guillemets, argue 1, fermé guillemets, par la valeur du zénith solaire, ou la valeur que je veux que le cosinus calcule. Donc j'efface ça, et je remplace ça par le résultat du zénith solaire qu'on a obtenu tout à l'heure. Et Erdas, lui, il est 100% en français, même si le logiciel, même si les paramètres régionaux de votre ordinateur sont en français. Erdas, lui, il reste dans son système anglo-saxon, donc il ne reconnaît pas la virgule comme séparateur de décimale, il reconnaît plutôt le point. Donc je clique sur le point, pardon, j'efface la virgule, je mets le point parce que j'ai fait mon petit calcul à côté là avec la calculatrice de mon système d'exploitation. Donc ensuite je clique sur, je pense que la fonction est bonne, oui, je clique sur OK. Maintenant, au niveau du raster final, je vais double-cliquer, je navigue jusqu'à mon dossier de travail et je vais appeler ça peut-être B2 tout court ou bien B2 final, pourquoi pas, ça dépend de vous, ou bien je peux mettre B2F, peu importe, mais voilà mon résultat final, je me rassure qu'il est actif dans mon dossier de travail, résultat exercice, je clique sur OK, OK, et je vais exécuter ma fonction. Je pense que la fonction est bonne, c'est bien, oui, ça, le résultat précédent sur le cosinus, OK. Donc j'exécute. Alors, il y a une petite erreur qui s'est glissée, je ne panique pas. Je vais repartir dans ma fonction. Ah, il y a le point d'interrogation qui s'est glissé tout à l'heure. J'espère que... Ok, ça s'arrêta à 5, d'accord. Il y a le point d'interrogation qui s'est glissé, donc je vais exécuter. Et là, il est en train de travailler normalement. Ok, voilà, ça me met done. Parce que j'ai vu done, je peux fermer, close. Et je peux rabattre cela, cette fenêtre. Et je viens ouvrir B2 final. Voilà. Donc voilà mon image radiométriquement et atmosphériquement corrigée. Avec une telle image, je peux me lancer dans le calcul de n'importe quel indice. Je peux faire des traitements normaux et avoir des résultats normaux connus par la littérature, etc. Donc cette opération, je vais devoir la faire pour toutes les autres bandes one by one. Je dis bien one by one.